Il y a deux films de Jeanne Green, il y a un film que personne n'a vu qui s'appelle En attendant les barbares, c'est super, tu l'as vu toi ou pas? Ah, il est sur le DVD aussi? Oui, on a mis en plus du... Parce que c'est le seul que j'ai pas vu de Jeanne. Et ben voilà, donc du coup il y a ça, et puis ensuite, et il y a un super bel essai qui s'appelle La leçon basse. C'est vrai? Ah ouais? Elle était en école. Je suis enseignante. Scénario. D'accord. Donc bienvenue à tous et à toutes pour cette rencontre. Un petit rappel de voilà, nos rendez-vous hebdomadaires qui se multiplient et où on a l'habitude de faire venir des réalisateurs, des critiques, des comédiens pour parler de DVD. On profite de sorties DVD car nous sommes une boutique qui vend des DVD. Et on est très heureux ce soir d'accueillir Clément Cogitor. On t'avait déjà accueilli pour ton premier long métrage, Ni le ciel ni la terre, pour ceux qui étaient là et ceux qui s'en souviennent. C'est une soirée où il y avait toute l'équipe de ton film qui était là réunie, et c'était très, très sympathique de voir les comédiens, le réalisateur, les chefs-op, et voilà. Et puis depuis, on te suit, on suit évidemment ton travail, et même avant. Et un travail qu'on retrouve dans des lieux expositifs, pas seulement dans les salles de cinéma, on voit tes installations au Palais de Tokyo, à Beaubourg. Je sais que tu as eu récemment le prix Marcel Duchamp, donc félicitations. Mais voilà. Pour le principe de notre rencontre, c'est aussi de faire le lien avec la boutique, donc de parler de cinéma et de ce qui t'a amené au cinéma. Donc toi, tu viens plutôt de l'Est de la France, tu as fait l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, tu es allé au Frénois, assez rapidement, tu as réalisé des petits travaux, mais avant ça, quels sont tes premiers souvenirs ou ton premier rapport à l'image, au cinéma, ou même plus précisément à la salle de cinéma? Voilà. Mes souvenirs d'enfance de cinéma, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était très cinéphile. Et quand j'étais vraiment tout petit, mes frères et moi, ils nous montraient beaucoup de films, mais qui allaient de Cocteau à La Grande Vadrouille, Bresson et La 7e Compagnie. Il y avait un petit peu de tout. Donc j'ai le souvenir d'avoir vu des Chaplin en Super 8 ou en 16 mm et puis et voilà, et puis petit à petit c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri, mais le désir de faire des films est arrivé quand même bien plus tard, quoi. Bien plus tard. Et dans ces films que tu as vus, tu as identifié des réalisateurs ou des comédiens, des comédiennes ou une façon d'aborder l'image comme ça, des choses qui t'ont marqué plus précisément, où tu t'es dit tiens, ça me parle, je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait faire ça avec une caméra ou qu'on pouvait aller dans ces zones-là, peut-être? En fait, mon premier choc, c'était Le Sacrifice de Tarkovsky. Ah oui. J'avais 16 ans. Et non, mais c'était un drôle de choc parce que j'étais pas très cinéphile, mais mon frère Romain, qui lui est aussi réalisateur, lui à ce moment-là, c'était un désir qu'il avait depuis un peu plus longtemps. Et puis il avait trouvé, c'était une VHS, et puis il m'avait dit regarde, quoi. Et je me rappelle l'avoir vu sur une petite télé. Le Sacrifice, ça commence par un plan séquence de 7 minutes avec deux personnages comme ça qui parlent de Nietzsche et en suédois. Donc à 16 ans, c'est pas. Je me rappelle que c'était pas vraiment. Je me suis dit voilà, ça va être dur. Et en fait, il s'est passé quelque chose dans le film où à la fin, j'avais l'impression d'avoir assisté à un tremblement de terre. Il y a quelque chose qui s'est totalement modifié en moi sans savoir comment, sans avoir aucune conscience de ce qui s'était produit, mais le film m'avait vraiment cueilli, alors qu'il avait tous il envoyait tous les signaux d'un film d'auteur pesant et austère, et en fait le film avait bouleversé. Et là j'ai eu une première connexion en me disant en fait ce que moi j'essaye de faire, ce qui était à l'époque c'était un désir d'être peintre. Ça peut passer aussi par l'image en mouvement. Je me suis pas dit tiens j'aurais envie de faire des films, mais je me dis tiens ces moyens-là permettent de produire un effet qu'en tant qu'artiste c'est ça que j'aimerais arriver à provoquer. Et alors je tire ce fil-là. Tu me parles de Tarkovsky, de cet univers-là, de cette façon d'aborder le cinéma de manière assez et philosophique et poétique.
une idée du cinéma qui ne se limite pas aussi, voilà. Et c'est pas, je veux pas tirer un gros fil pour arriver à Braguino, parce qu'on est là pour parler de Braguino, mais quelle est dans ton imaginaire, quelle est la représentation que tu te faisais peut-être des pays de l'Est ou de la Russie plus précisément, ou de cette culture? C'est quelque chose qui est arrivé bien plus tard, ou je sais pas, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui t'intrigue, que tu as envie d'aller voir de ce côté-là? Mais en fait, j'étais très nourri par la littérature et le cinéma russe, donc en termes de sensibilité, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, le cinéma asiatique, à part quelques-uns, m'a assez peu marqué, c'est pas une sensibilité de laquelle je suis proche, mais le cinéma russe ou d'Europe de l'Est m'a pas mal marqué, donc assez spontanément quand j'ai eu l'occasion aussi d'y mettre les pieds et de me dire, disons de se mettre dans cette filiation-là, quoi. Mais ensuite, il y a d'autres films que j'ai fait qui sont, je pense, très très loin de cette sensibilité ou de ce monde-là, mais ouais, ça m'a marqué, mais autant dans la littérature que précisément. Le Maître et Marguerite de Bulgakov, par exemple, c'est un livre qui vraiment, il y a eu un avant, un après aussi, espèce de réalisme magique, mais du point de vue de la Russie à ce moment-là, quoi, de l'histoire, ça m'a beaucoup marqué. Alors, la très bonne idée quand même voilà, on est là pour parler de Braguino, mais la très bonne idée de ce DVD, c'est d'avoir mis en supplément et en regard Bieloutine, un court-métrage que tu réalises en 2011. Et moi qui m'a énormément plu, je pense que peut-être la plupart d'entre eux l'ont vu, mais on en parle un peu peut-être, cette histoire, cette sorte de légende de ce vieux couple qui aurait chez lui une collection d'œuvres d'art, des Titiens, des Giotto, des choses comme ça, un peu une sorte de légende un peu urbaine, et puis on se retrouve là-dedans. Non, mais moi je suis très heureux que les deux films soient édités ensemble, ça fait une sorte de diptyque russe. Et puis, je pense pas qu'à l'avenir je tournerai d'autres films en Russie. J'ai ma dose, c'est bon. C'est pas très simple. C'est quand même deux plongées assez incroyables, parce que là, on est dans l'histoire, on est dans l'histoire de l'art avec ce vieux couple, et puis là après à Braguino, tu nous amènes au fin fond de la taïga. C'était un peu le réalisateur des extrêmes, quoi. C'est deux huis clos. Il y en a un qui est dans un appartement, l'autre dans la taïga, et en même temps Ni le ciel ni la terre, c'est un huis clos dans une vallée afghane aussi. J'aime bien cette idée de raconter un film à partir d'un endroit du monde qui est assez défini, avec un certain nombre de personnages qui est assez limité, et de se dire que ces petits personnages dans ce petit endroit derrière ma petite caméra, ça peut raconter des choses un peu plus grandes. Et en tout cas, ça donne des limites aussi au film. Il va se passer dans cet endroit-là avec ces personnages-là, et pendant cette durée-là de tournage, par exemple pour Braguino, la contrainte du temps de tournage était très très dure. On pouvait tourner, c'était moins de 15 jours, on pouvait tourner 12 ou 13 jours. Mais, pour Bieloutine, pour Braguino. Oui, tout à fait. Mais Bieloutine, on aurait pu rester un peu plus longtemps si on en avait eu besoin, mais c'était pas une contrainte aussi forte. Je pense que j'aurais pu revenir un petit peu tourner si j'avais voulu, mais j'aime bien en fait que moi, je saurais pas du tout faire comme certains réalisateurs qui peuvent construire un film pendant 10 ans et revenir en se disant qu'il y a plus de matière. En fait, moi j'ai besoin de cette espèce de limite comme pour la fiction, le tournage il commence là, il finit là, parce qu'après les cases sont vides et on peut plus même les heures supplémentaires, de dire c'est des limites très fortes et tout doit se dérouler entre ce point de début et ce point de fin. Du coup ça change la manière qu'on a aussi de filmer, de se dire non, les choses vont pas se produire plus tard un jour, il faut qu'elles se produisent maintenant, ou il faut être à l'affût maintenant. Mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir parfois beaucoup de chance, et en l'occurrence sur Braguino j'en ai eu beaucoup. Je reste un peu, je veux insister, mais sur ce premier film Bieloutine, où tu dis que tu as besoin de contraintes fortes, mais tu les as travaillées au corps. Ce couple-là qui ne voulait pas ouvrir sa porte, pas à toi, mais à ta caméra. Et il a fallu un peu de persévérance. Il y a toute une histoire quand même. Il y a l'histoire du tournage de ce film. C'est pas tout à fait qu'ils n'ont pas voulu ouvrir la porte, c'est que juste pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler de ce film, j'ai fait le film est une espèce de portrait d'un vieux couple qui avait au moment du tournage 80 ans à peu près, et qui vit dans un appartement qui est rempli du sol au plafond de tableaux de peinture ancienne italienne, et de tableaux de maître, qui sont présentés comme un Velázquez, comme un Léonard de Vinci, un Gréco, il y en a partout, ils vivent là-dedans, ils s'éclairent à la bougie, parce que l'installation électrique date de Staline.
Il y a des chats partout, il y a un corbeau, enfin, il y a une espèce de monde totalement clos. C'est-à-dire l'appartement, il est quasiment jamais ouvert. Je ne vais pas en dire rarement trop. Nettoyé. Il est très sale, c'est une espèce de tombeau, et c'est un film sur une espèce de portrait de ce petit monde-là, de ce petit théâtre où ce sont les deux personnages principaux, et puis on sent, moi, que je suis là, parce que des fois, il s'adresse à moi. Et donc c'est une espèce de rencontre un peu étrange, entourée sous le regard de ces tableaux. Mais avec la croyance qu'on peut avoir, ou qu'on peut avoir envie d'avoir, de se dire que, en effet, ce vieux couple habite depuis des années entouré de tableaux de maîtres, et que c'est voilà. Ouais, c'est une collection qui a beaucoup de valeur. Et qui est une collection et puis on se demande mais comment ça a pu traverser toutes ces années. Et le film répond pas à énormément de questions, enfin même assez peu, mais il témoigne d'un rapport très étrange qu'ont ces deux personnages à la réalité, disons. Donc c'est une espèce de, pour moi c'est comme si j'avais fait un documentaire sur une fiction, quoi. C'est des gens qui sont construits leur propre monde avec leurs propres règles, et qu'il a fallu accepter pour faire le film. C'est-à-dire qu'en fait ils se sont fait beaucoup désirer, de même manière qu'ils construisaient leur légende, ils ont beaucoup retenu le moment où la caméra est arrivée. Mais une fois que la caméra était là pour le tournage, ça allait à peu près au début, mais en fait ensuite il y a très vite eu un jeu de pouvoir autour de la caméra. C'est-à-dire qu'eux voulaient se servir de la caméra et de moi pour écrire leur propre mythologie et se construire une espèce de monument à travers le film. Et moi j'avais envie de faire quelque chose de plus complexe, de plus humain, et d'avoir moi mon propre point de vue sur eux et sur cet endroit. Et donc le film s'est fait comme ça, dans un espèce de rapport un peu tendu à l'enjeu de pouvoir de la caméra, quoi. Et que pour le coup à Braguino il n'y avait pas du tout. Braguino c'était y arriver et rester, et qu'il se passe suffisamment de choses pendant qu'on était là, parce que si on restait plus de 12 ou 13 jours, on les ralentissait trop pour la survie, en fait. Et même si on ramenait de nous tout ce dont on avait besoin pour vivre, en fait, ils doivent passer l'hiver, donc il fallait que... Donc Braguino, tu vas au fin fond de la taïga, rencontrer cette famille qui est... Alors, il faut que je retrouve mes notes, qui est une communauté de vieux croyants qui ont choisi de s'isoler très loin de la civilisation pour vivre en autarcie, tout simplement. Et on retrouve cette famille-là où on a l'impression que tous les gens, tous les hommes ont des barbes et sont édentés, et que tous les enfants sont beaux et ont des têtes blondes. Voilà. On n'arrive pas très bien à définir ce qu'il en est. Comment tu as eu, d'où ça vient cette idée-là ? Au tout départ, il y avait l'idée de faire... j'avais envie de faire un projet autour de l'utopie et de l'autarcie. Du point de vue des enfants. C'est-à-dire, j'avais envie de me dire comment est-ce de raconter comment on construit des mondes loin du monde et comment on grandit là-dedans. Ouais. Et donc je cherchais des situations, mais qui auraient pu être un peu loin, ailleurs dans le monde, où des gens ont décidé de quitter un peu le monde pour construire quelque chose selon leurs propres règles. Et la piste la plus intéressante que j'ai eue était en Sibérie, et c'était juste les coordonnées GPS de Braguino et juste le nom de Sacha, avec l'information qu'il avait eu pas mal d'enfants là, et que voilà, il avait quitté lui-même les communautés de vieux croyants, qui sont en fait des villages un peu comme les Amish. Il avait quitté ces communautés-là, aussi pour échapper aux règles des communautés de vieux croyants, qui sont des communautés assez sectaires. Les vieux croyants, il y a eu ce schisme au XVIe siècle où eux veulent se sortir de la société pour échapper aux règles de l'État et de l'Église, et lui-même... lui veut échapper aussi à ça. Il ne veut ni vivre dans la brutalité de cette région en Sibérie, qui correspond quand même à beaucoup de clichés qu'on a sur la Sibérie misérable, poussiéreuse, qui est un peu abandonnée d'eux tous, de l'État, enfin voilà, une grande pauvreté, et on sent que les gens ont faim même dans les villages. Et il y a une vraie tension et sociale, une vraie difficulté à survivre dans ces endroits-là, et en même temps, ils voulaient échapper à la dimension un peu sectaire ou très fermée de ces communautés de vieux croyants, où en général la vie est quand même rythmée par des dogmes très précis, où on refuse tout ce qui vient de la civilisation, quoi. Et donc Sacha, dans les années... Bon, ça je l'ai appris après, quoi, mais dans les années 60, je crois, il est parti en 75, il a construit une première cabane à Braguino, en disant que lui, il avait envie d'écrire ses propres règles, quoi.
Et en voulant vivre loin du monde et loin de tous, il se trouve confronté à un environnement, même au plus loin, au plus profond de la taïga, on va quand même trouver des voisins et voilà, et des tensions, et de l'humain et de la confrontation. On n'est jamais seul, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi à construire une espèce de petit paradis dans lequel Lisa, sa femme, a mis au monde 5 enfants. Entre 75 et 85 ou 90. Et là, parce que Sacha, c'est quelqu'un qui a un sens assez fort de la construction, de l'équilibre avec les ressources, c'est un très bon chasseur, c'est vraiment un pionnier, quoi. C'est pas du tout on ne chasse que ce dont on a besoin. Ouais, voilà. On pille pas la nature, on n'est pas là pour... Voilà, Et il sait tout construire, donc il a réussi à rendre la vie très paisible à Braguino, et c'est vraiment un des endroits les plus paisibles que j'ai vu aussi de ma vie, c'est-à-dire si on oublie le conflit. Mais je veux dire, quand on traverse cette région-là de la Sibérie, les cabanes elles tiennent à peine debout, on sent qu'on manque un petit peu de tout, et à Braguino vraiment on manque de rien, quoi. Il a même réussi à faire pousser des pastèques dans cet endroit de Sibérie, ce qui est quand même assez fou. Et donc en fait la sœur de Lisa, voyant ce que Sacha avait réussi à construire un jour, s'est dit on a envie de partager ça, quoi. Et avec son mari, Kilin, ils sont venus s'installer, ça devait être dans les années 90, pour partager cette espèce de petit paradis. Et c'est à partir de ce moment-là où les choses ont mal tourné. Où en fait ils n'ont pas réussi à s'entendre sur un projet commun, sur comment on chasse, sur la gestion des ressources, sur comment on vit dans la taïga, et ça a totalement basculé d'abord dans une espèce de sinistre et banal conflit de voisinage, mais aussi dans une espèce de western avec deux idéologies totalement différentes. Voilà, c'est deux façons d'envisager le monde et d'envisager le rapport de l'homme avec son environnement qui sont... Et en même temps, il y a un conflit qui est encore plus dur, c'est que les deux femmes sont sœurs, quoi, donc il y a quelque chose de presque biblique Caïn et Abel, entre ces deux sœurs qui se parlent plus, mais tout ça, en fait, quand je suis arrivé, moi je le savais pas, je venais voir une famille, quoi. Et mais c'est comme ça que c'est dans cette espèce de conflit à la fois vertigineux et terriblement banal que s'est retrouvée cette situation à Braguino. C'est une utopie qui a réussi ni à se protéger ni à se partager. Toi, quand tu as ce matériau-là et quand tu vois quand tu es spectateur de cette histoire-là, comment tu as envie de t'en emparer cinématographiquement parlant? Parce que là, tu nous racontes cette histoire que quelqu'un d'autre aurait pu filmer, et toi, tu en fais autre chose. C'est-à-dire, il y a tout un travail évidemment sur le son, il y a un travail sur l'image, question du point de vue, la façon, qu'est-ce que tu filmes. Parle-nous peut-être un peu de ça, du parti pris, ou si tu avais un parti pris très clair en y allant, quoi. Déjà, en fait, donc j'ai fait un voyage très long. Depuis Moscou, c'était 2 avions. Ensuite, il fallait remonter le fleuve en bateau. Ensuite, traverser la taïga en pick-up, et ensuite finir les derniers 1000 km en hélicoptère. Et en plus, je partais, à ce moment-là, j'étais pensionnaire à la Villa Médicis. Donc en fait, j'ai fait Villa Médicis Braguino, comme ça, en 6 jours. C'était un voyage le plus étrange que j'ai fait de ma vie. Il y a un contraste. Ça, entre le palais des Médicis et les cabanes de Sacha, c'est génial, en fait, d'avoir... C'était une des plus grandes expériences pour moi, de dire qu'on rejoint 2 points du monde, et je sais qu'il n'y a que moi qui les ai rejoints. Il n'y avait personne d'autre. Voilà. Mais donc, en fait, j'arrivais là-bas juste avec cette idée en fait, d'aller les voir, quoi, d'aller les rencontrer, en me disant peut-être il y a un projet, mais ça aurait pu être moi rencontrer des gens et m'inspirer de leur histoire pour écrire une fiction. Ah oui, c'était pas très clair. Non, c'était pas clair du tout, parce que moi j'avais aucune info, j'avais juste le nom, les coordonnées GPS, et j'étais parti avec Ala Chevelkina, qui était la journaliste qui avait préparé le voyage, qui était l'interprète avec moi. Donc je savais rien, c'est juste que... toi, au niveau de l'équipe, si tu partais avec... Moi je partais seul avec elle. D'accord, mais tu avais ton chef-op. Après je suis revenu, en fait. Le tournage s'est fait dans un deuxième deuxième voyage 4 ans plus tard. Mais le premier voyage, je savais pas ce que j'allais faire, en fait. Vraiment, je me suis dit juste, j'ai envie de voir cette situation-là. Et voilà, c'est juste le producteur de Bieloutine, Cédric Bonin, on avait envie de refaire un projet ensemble. Je vais parler de cette histoire-là. Il a mis un petit peu d'argent pour le voyage, moi aussi, et voilà. Et puis quelques mois plus tard, j'arrivais à Braguino. Enfin, c'est-à-dire que l'hélicoptère s'est posé, et
Enfin, bon, pour la fin du voyage en hélicoptère était assez... je sais pas si je le raconte dans le bonus DVD, mais comme ça sera l'occasion, mais il y avait un truc assez aventureux sur la fin, c'est-à-dire que plus on avançait, moins il y avait de route, quoi. À la fin, c'est vraiment une espèce de grand Far West où c'est juste les pilotes d'hélicoptères qui sont les... On donne des coordonnées GPS et ils nous embarquent. Et en fait, au départ, on n'avait pas... Enfin, le billet d'hélicoptère, il coûte 20 000 €, et encore en prenant les petits, pas ceux qu'on voit dans le film. Quand on est revenu pour tourner, on a payé un billet d'hélicoptère avec une assurance et tout. Donc là, on faisait un voyage un peu sécu, quoi. Mais avec une vraie compagnie, tout ça. Mais quand on est arrivé la première fois, on n'avait pas cet argent-là, donc on devait finir le voyage en barque. Et donc ça aurait dû prendre, je sais plus, presque une semaine en barque. Et en même temps, la forêt était en train de brûler à cause, il y a énormément d'incendies. Et les gens nous disaient, au fur et à mesure, quand on partait, les gens nous disaient, mais qui sont vos guides et qui vous emmènent là-bas? Et on nous disait, les gens que vous avez, quand on disait, on a demandé à ces gens-là, ils nous disaient, méfiez-vous, ils sont pas fiables, quoi. Et en fait, à la fin, on est arrivé tout au bout et on s'est dit, on va pas embarquer avec eux, c'est trop dangereux, la forêt brûle de partout et tout. Et en fait, on a réussi heureusement, à cause des incendies, il y avait des hélicoptères, donc ceux qu'on voit dans le film, qui ravitaillaient les militaires, les pompiers qui se battaient contre le feu. Et en fait, on a juste profité d'un vol qui allait à peu près dans cette direction. Et je me rappelle avoir vraiment allongé l'équivalent de 1 500 € comme ça, en me disant que en fait, c'était une somme énorme, quoi, parce que le coût de la vie là-bas coûte absolument rien. Et donc, en fait, le mec a fait tourner les rotors. Il nous a dit, vous montez, tu me donnes tout ce que tu as comme argent et je te dépose. Et alors moi j'avais convenu en montant dans l'hélicoptère, je lui avais dit ouais je monte, mais vous revenez nous chercher dans 6 jours à tel endroit, mais comme je sais pas si les gens que je viens voir ils sont toujours là, ils sont d'accord de me recevoir, vous vous posez, vous coupez les rotors. C'est un taxi qui coûte cher, quoi. Ouais, ça, je disais, je vous fais signe, et quand tout va bien, vous repartez, vous revenez nous chercher 6 jours plus tard, parce qu'on avait, il y a un bateau qui passe par semaine. Ensuite, on avait les vols retour qui étaient bookés. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que il fallait qu'on puisse revenir un peu à temps. Donc le mec m'avait fait oui, et puis il avait pris les billets et on a décollé. Et là, dans l'hélicoptère, je me rends compte que tout l'argent que je lui ai donné, en fait, quand je vois la jauge d'essence qui descend, le truc, ça couvrait à peine le prix du détour que je lui demandais. Et puis quand on arrive au-dessus de Braguino, il me dit, en fait, j'ai un problème, je pensais pas que c'était si loin, donc j'ai plus assez d'essence, ce qui fait que si je coupe les moteurs, j'ai plus assez d'essence pour redémarrer, parce que ça prend beaucoup d'essence. Et en plus... le sol n'est pas très stable. Il y avait une inondation. La première fois où on arrivait sur l'île là où jouaient les enfants. Là où on le voit dans le film, quand l'hélicoptère se pose. Et il me dit le sol n'est pas assez stable, donc j'ouvre la porte, vous sautez et puis on verra plus tard. Alors je dis on verra plus tard, vous revenez, ça devait être le lundi. Je lui dis vous revenez le vendredi à telle heure et tout. Et il me dit je reviendrai quand j'aurai le temps. Et on a sauté comme ça. Et donc là, il y avait une espèce de moment de sidération. L'hélicoptère est parti, on était sur l'île. Il y avait des chiens loups qui étaient attachés à des piquets autour de nous. Et c'était une scène... En fait, c'était une des plus belles scènes de cinéma que j'ai vues en vrai, sauf que j'avais pas de caméra. Parce que la première scène d'arrivée dans Braguino, pour moi, elle est ratée. Mais il fallait bien que je la monte. C'est-à-dire qu'en fait, l'hélicoptère s'est pas posé à l'endroit où je voulais. La lumière était moche, la caméra était du mauvais côté de l'hélicoptère. Enfin bon, ça commençait très mal en fait, parce que j'avais un souvenir tellement fort de cette arrivée dans une espèce de crépuscule où on voyait les hommes qui sortaient des cabanes en contre-jour comme ça avec des armes parce qu'ils ne savaient pas vraiment qui était là. Les chiens, les enfants, il y avait une espèce de... C'était une espèce de plan séquence absolu comme ça qui n'existe que dans ma mémoire, dans une petite bruine comme ça avec ces chiens loups qui nous aboyaient dessus et en avant-plan. Voilà, il y a une sorte de plan magique qui n'existe pas. Et c'est à ce moment-là où on s'est vraiment dit, j'espère qu'ils vont être d'accord de nous accueillir. On n'aura pas de... sinon, ça va être compliqué, quoi. Et là, ça s'est fait de manière très simple. Une barque est arrivée, du coup, a traversé ce bout du fleuve. On a dit bonjour, on vient voir Sacha, on a entendu parler de vous. J'ai rencontré Sacha, ils m'ont emmené. Et en fait, à partir du moment où juste j'ai dit, on a entendu parler de vous. J'aimerais savoir comment vous vivez, si vous êtes d'accord, peut-être raconter votre histoire d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, dès qu'il a vu qu'on n'était ni armés, qu'on n'était pas là pour récupérer des terres, qu'on n'était pas là pour
pour chasser à l'arme automatique ou quoi, et juste simplement pour le rencontrer, c'était quelque chose de, enfin, c'était aussi sidérant pour lui que pour moi en fait. Donc du coup, immédiatement, la confiance, elle était absolue, totale, et elle l'a été jusqu'à la fin. Donc en fait, ce qui était vraiment fou, c'était d'arriver une fois sur place, tout était vraiment très très simple. S'il y a déjà, alors qui a vu Braguino ou qui, oui, vous l'avez tous vu quasiment. Bon, des questions déjà, ouais, peut-être. C'était juste une précision. Il était vraiment pas du tout au courant que vous alliez venir le voir. En fait, après, on a appris, enfin, il nous l'a dit après qu'il nous attendait, mais il savait qu'il allait avoir des visiteurs. Donc, en fait, on le voit dans le film, ils ont quelques radios. Et les radios permettent de capter des conversations avec un chasseur qui peut être 200 km plus loin, qui lui-même va revenir au village, dans un village un peu plus tard. Et donc en fait, moi, c'est un truc que j'appelle Radio Taïga, mais qui fait qu'en fait, ils sont au courant de, quand même, de beaucoup de choses, et donc ils étaient au courant que des gens allaient venir de loin pour les rencontrer. Mais eux ne savaient pas du tout pourquoi. Parce que en fait, à chaque village qu'on passait, il se passe tellement rien que, juste quelqu'un qui arrive de Moscou, qui arrive dans ces villages-là, c'est déjà beaucoup, mais alors un Français, c'était fou, quoi. Donc l'info nous avait un peu précédé, parce que Ala, pour préparer le voyage, elle avait appelé dans certains villages, où des fois il y a juste 1 ou 2 lignes téléphoniques, où il n'y a même pas de réseau de portable, mais ça avait suffi pour que quelques chasseurs, je pense, dans la forêt avec des radios, leur envoient l'info, quoi. Ce qui est très étonnant dans le... Oh, pardon. Je marche sur le sac de la dame. Pardon. Ce qui est très étonnant dans le film, c'est que, comme vous le racontez, on est au milieu de nulle part. On est dans une vie de survie, voilà. Et alors, il y a quelque chose de très russe. C'est la façon dont les enfants sont habillés. Ce qui fait des photos effectivement sublimes. Donc, ils se ravitaillent quand même d'une manière ou d'une autre auprès de la civilisation. Ah oui, complètement. En fait... en gros, la maxime de Sacha, c'est on ne prend que ce dont on a besoin, mais de la nature comme la civilisation. Et donc, une fois par an, ils vont faire les courses à la ville, prennent le bateau, ils font 10 ou 15 jours, enfin la ville, Yenisei, c'est une ville de maisons de bois, en fait. Et là, ils vendent les peaux qu'ils ont chassées pendant l'hiver, principalement de la zibeline. Et immédiatement, avec l'argent qu'ils ont de ces peaux, ils s'achètent tout ce dont ils ont besoin pour tenir l'année. Parce qu'avec de l'argent, à Braguino, ils font rien, quoi. Et donc, ça veut dire, c'est en gros tout ce que la taïga peut pas leur offrir, c'est du sel, du métal, du gasoil, des munitions pour la chasse, et puis aussi des habits, une petite robe rose pour la fille, des petits trucs comme ça, quoi. Et donc, ce qui fait que même tout au fond de la taïga, ils ont vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, c'est vraiment un confort qui est très minimal, mais qui est suffisant. Oui, complètement. Ouais, c'est des silhouettes qu'on pourrait voir dans la campagne près de Moscou, ouais, presque. Ouais. Des questions, n'hésitez pas, ouais. Moi, j'avais vu le film au bal et je voulais savoir comment vous aviez pensé le découpage par ce chapitrage-là, précisément. Alors, peut-être avant d'arriver au découpage, ce dont on parlait avant, c'était comment le projet est arrivé. Le projet et le choix de le montrer, de raconter cette histoire sous cette forme-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé là, une fois que je les ai rencontrés, il y a eu un temps assez étrange de, 24-48 heures, où j'étais absolument séduit, ébloui par ce que je voyais, par ces enfants magnifiques, par cette beauté, par tout ce dont tout ce que Sacha avait réussi à construire, qui est quand même assez fou au fin fond de la forêt comme ça. Et en même temps de me dire mais qu'est-ce que je suis venu raconter, qu'est-ce que je suis venu chercher, c'est comme si quelque part j'étais venu chercher presque des cartes postales qui étaient un peu devant moi mais qui ne racontaient pas beaucoup plus que ça et qui n'étaient que des cartes postales. Enfin, j'aurais pu faire peut-être une pure série photographique sur leur vie et tout, mais je pense que mon travail c'est d'abord de raconter, quoi, et que ça a besoin d'un récit pour se déployer. Et que là, c'est comme si on n'avait pas. En fait, c'est comme si j'étais dans un petit paradis et le paradis n'a pas d'histoire, en fait, par définition. En fait, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un antagonisme, il faut qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait quelque chose qui résiste à un projet ou un mouvement, quoi. Et donc, il y a eu ce temps-là où je me suis dit, mais tout est là, et en fait, je ne saurais absolument pas quoi en faire, je ne saurais pas...
pas quoi ramener de cette situation comme récit. Mais c'est étonnant parce que tu dis la même chose du film Bieloutine, où tu dis j'ai tout un tas d'images et en même temps il me manque quelque chose, ils veulent pas me raconter leur histoire, quelque chose où tu as une matière comme ça, mais il y a quelque chose qui est pas satisfaisant aussi parce que le point de vue est pas défini, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est un peu différent, mais je trouve qu'il y a... Ouais, c'est un moment donné de se dire mais en fait qu'est-ce qu'on raconte profondément, pas quelles images on fait, pas quelle ambiance on donne, mais de se dire qu'est-ce qu'on raconte comme histoire humaine, de se dire raconter l'histoire de quelqu'un qui ne soit pas ni de la pure mythologie, ni une espèce de pure captation, mais de dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter de lui, mais exactement, je pense, comme un peintre fait le portrait de quelqu'un. Et un visage, ça a plusieurs facettes, et une peinture ou même une photographie permet d'en saisir quelques-unes et de dire c'est comme ça que je vois cette personne-là, quoi. Et donc Mais donc là, du coup, à Braguino, j'étais totalement ébloui sans savoir vraiment quoi faire, en me disant mais s'il y a un projet, qu'est-ce que c'est, quoi. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à remarquer qu'il y avait une barrière au milieu des cabanes, mais comme des barrières, il y en a quand même beaucoup. Il y en a, elles sont pour les cultures ou pour le bétail. Celle-là, elle me semblait particulièrement forte. Enfin, elle était construite comme les autres, mais personne ne s'en approchait. Et de l'autre côté, il y avait d'autres gens qui ressemblaient énormément aux gens avec qui j'étais à table depuis 48 heures, mais j'avais l'impression que c'était pas vraiment les mêmes. Et de fait, en essayant de comprendre, parce qu'au début, en fait, il y a un peu plus de gens à Braguino qu'il y a dans le film, et puis au début, je mélangeais tout. Enfin, je savais, ils ont tous la barbe, ils sont tous habillés avec des treillis, les femmes ont tous un fichu dans les cheveux, donc il y a toujours un temps de reconnaissance, quoi, de chacun. Et puis au bout d'un moment, je me dis, non, il y a vraiment des gens. Ça fait 48 heures que je suis là, je leur ai pas parlé, je leur ai même pas dit bonjour, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai commencé à poser des questions à Sacha et Elisa. Et là, pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui résistait, quoi, que la parole, tout d'un coup, se donnait plus. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Enfin, j'ai pas lâché. Et j'ai compris la situation. Et là, c'était à la fois une espèce de révélation totalement dingue. Tout d'un coup, je me suis dit, en fait, s'il y a une seule histoire à raconter, en fait, il n'y aura que celle-là. Mais comment raconter ça, en fait. Et parce que en même temps que je comprenais ça, il y avait quelque chose qui était extrêmement clair, c'était que tout ce qui était de l'autre côté de la barrière ne faisait pas partie du monde. C'était le mur de Berlin, et qu'il était hors de question de passer la barrière pour aller demander son avis ou sa vision du monde aux voisins, et encore moins de le filmer. Mais ça, c'était très très clair. Et en fait, je me suis dit en même temps que c'était forcément pas un sujet de film, mais un point d'accroche d'un récit très fort, que si, par exemple, si je racontais Braguino dans une fiction, personne n'y croirait. Ouais. Ça rencontrait une sorte de parabole un peu bizarre, mais le fait que ce soit réel, c'est ça qui donne une charge très très forte à ce conflit, alors que... Parce que je disais, il est à la fois vertigineux et en même temps très banal, quoi. Oui, mais en même temps, tu vas l'amplifier. Tu vas y mettre un rythme, tu vas le scander, tu vas travailler avec le son, tu vas travailler avec une sorte d'ambiance ou de paranoïa ou de danger potentiel comme ça, parce que sur 50 minutes, il y a quelque chose quand même qui se densifie. Mais c'est surtout que dans le film, contrairement à ce que moi je découvrais, même quasiment jusqu'au bout du tournage, c'est comme si dans le film il y avait plusieurs dangers entre l'ours, le voisin, et puis à la fin il y a un dernier danger que celui-là j'avais pas vu venir, et qui donne une issue beaucoup plus tragique à tout ça, qui dépasse la guerre de voisins ou le western ou la paranoïa ou tout ça que je tisse un petit peu dans le film, mais d'un coup il y a une espèce de coup d'arrêt, quoi, de Deus ex machina à la fin avec l'hélicoptère qui arrive, et ça je l'avais pas vu venir du tout. Mais je sentais bien que juste le conflit allait être le cœur du film, et que ça allait pas être un film sur l'utopie, mais sur l'échec d'une utopie, en fait. Et à ça s'ajoutait la contrainte d'un temps extrêmement court de tournage. Et en fait, d'un point de vue de cinéaste, j'avais aucun exemple de film documentaire qui traite d'un conflit que d'un seul côté de la barrière, en fait. Enfin, que d'une part du conflit.
je sais pas, par exemple, il y a un film que j'aime beaucoup qui traite du conflit, c'est Mur de Simone Bitton. Ah oui. Et en fait, elle, je sais plus si c'est une arabe israélienne ou c'est une israélienne qui parle arabe. Mais en gros, elle a le passeport pour passer de chaque côté du mur et elle va enregistrer la parole de chaque côté. Donc, elle produit une vision extrêmement équilibrée du conflit de la parole qui en révèle toute l'absurdité. Et j'imagine qu'il y a un temps de parole presque scrupuleusement exact de chaque côté du mur. C'est ce qui la traverse elle, quoi. C'est ce qui la traverse elle aussi. Et donc, je pensais à des films comme ça sur un conflit. Dans le documentaire, je voyais pas d'équivalent. Par contre, j'en voyais dans la fiction, dans un registre beaucoup plus, romanesque, presque de science-fiction ou de western. C'est-à-dire quand l'ennemi est une espèce de personnage qui est juste une silhouette, qui parle pas notre langue, qui n'est pas de notre culture et qui devient tout d'un coup l'ennemi. C'est l'autre. Ouais. C'est l'autre. Oui. Et de fait, c'est un petit peu comme ça que le film s'est construit. C'est-à-dire que l'ennemi apparaît comme une espèce de spectre, de silhouette fantomatique qui absorbe un petit peu toutes les peurs et la part de conflit de la communauté. Et qui devient cette espèce d'antagonisme sans parole, mais qui est une espèce de trou noir, de négatif de la communauté. Et donc j'ai essayé par le montage qu'on se rende compte qu'ils sont très proches, en fait, que c'est aussi nourri de paranoïa et d'un antagonisme presque naturel aussi. Et j'ai pas mal pensé à une phrase de Jean Hatzfeld, c'est un reporter de guerre qui a travaillé avec Libération, qui avait suivi le siège de Sarajevo et qui racontait un truc qui est... Donc moi j'ai eu l'impression de me rendre compte aussi à Braguino, qui est que pendant le siège de la ville, en fait, la méfiance avait totalement disparu à l'intérieur de la ville, entre les habitants. C'est-à-dire que des portes qui étaient fermées ou des partages qui avaient du mal à se faire, tout d'un coup, pendant le conflit, chacun faisait totalement confiance à son voisin. Parce qu'en fait, l'ennemi était celui qui bombardait la ville. Et donc, en fait, toute la méfiance et tout ce besoin de conflit qu'a l'être humain était tout d'un coup aspiré par l'ennemi guerrier, quoi. Et j'ai eu cette impression-là aussi à Braguino, c'est-à-dire que j'ai senti aucun moment de tension ou de conflit à l'intérieur de la famille, comme si tout était aspiré par l'autre côté de la barrière. Mais oui. Puis on est très facilement... Il y a deux choses par rapport à ce que tu dis. Déjà, toi, ton arrivée et ce côté... ton point de vue aussi, le point de vue de la caméra, qui est celui d'un temps, il y a presque une opération commando, quoi, qu'on sent très bien et qui nous projette tout de suite dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de, voilà, on va voir un extrait, on va juste voir le début, mais où on est plongé, on te suit, on t'accompagne par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très mélancolique par rapport à la fin d'une utopie, ce type-là qui s'est battu, qui se bat pour quelque chose, et on sent bien qu'il y a une sorte d'impasse où c'est la fin de quelque chose, quoi. Et ça, c'est vrai que il y a quelque chose d'assez émouvant, parce que c'était assez drôle, parce que je relevais dans les librairies aussi où il y avait sont réédités les bouquins de Thoreau, il y a cette dans l'air du temps un peu, il y a cette odeur un peu de vouloir revenir aux sources, vouloir revenir à la nature et tout ça. Et c'est vrai que quand on rencontre ton film, il y a quelque chose, il y a cette plongée-là. Ah oui, ça existe, quoi. Déjà, c'est au fin fond de la taïga, ces types-là qui, il y a 40 ans, ont décidé de... Et puis on sent que, il y a ce respect de l'environnement, cette nature-là qui est aussi en danger. Ça rejoint beaucoup des préoccupations du moment, quoi. Donc, voilà. C'est pas une question, mais... S'il y en a, n'hésitez pas à lever la main. Oui. Et est-ce que vous savez comment ça s'est fini, cette histoire ? Est-ce que vous avez eu des nouvelles des Braguines depuis ? Alors j'ai eu des nouvelles, pas des bonnes. Ensuite l'histoire c'est pas fini parce que ils sont toujours là, mais je sais que Ivan, le jeune homme qu'on voit dans le film, celui qui a une espèce de parka bleu là, il a quitté Braguino. Et il a profité d'un hélicoptère qui passait et il est parti dans les villages. C'est-à-dire que la situation était trop dure pour lui. Puis il avait envie de connaître le monde, donc il est parti. Je sais qu'il y a eu un coup de feu qui a été tiré, mais que personne n'a été blessé. Enfin, entre les deux familles, mais personne n'a été blessé ni mort. Mais moi, je suis assez pessimiste sur la situation, quoi. Voilà. Mais quand vous parliez du fait qu'il n'y avait aucune tension à l'intérieur de la famille et que tout était vers l'extérieur, est-ce que vous pensez que du coup ce conflit qui est un peu latent entre les deux familles n'arrivera jamais à un point d'explosion, puisqu'en fait c'est un peu ce qui les maintient
socialement en vie avec le reste de la planète, ou au contraire que ça va aller vers une escalade de... Non, je pense que ça va aller vers l'escalade, ouais, parce que... Et puis, alors ça se voit pas trop dans le film, mais Sacha, il a aussi un sens de la provocation, que j'ai pas réussi à montrer dans le montage. Enfin, j'avais pas d'image pour le raconter, mais Sacha, c'est pas un ange non plus, et comment dire, dans un conflit, il a aussi une manière, je pense, d'aggraver la situation par lui-même, par son intransigeance et son refus de dialogue, qui font que je pense que ça va plutôt aller vers l'escalade. Ouais. Et juste à la fin du film, on voit ces radios, justement. Et j'avais pas bien compris, est-ce qu'ils interceptent les ondes de la famille et les espionnent, ou ils pensent qu'ils sont espionnés? Enfin, en fait, vers la fin du film, je me demandais quelle était la part de vérité. Enfin, s'il n'y avait pas... Enfin, je me demandais si ça partait pas un peu vers la fiction, et je voulais un peu avoir en fait, tout part toujours un peu vers la fiction quand on fait des films. Mais c'est-à-dire que... Enfin, moi, je suis arrivé dans une réalité, un temps. Dedans, j'ai découpé des bouts. Et je l'ai assemblé d'une manière qui n'est pas exactement celle dont ça s'est passé. Ce qui veut dire qu'il y a des choses dont on croit qu'elles se sont exactement passées comme ça, elles ne se sont pas tout à fait passées comme ça, et d'autres qui se sont passées exactement comme ça. Mais en fait, c'est pour tous les films. Même, je veux dire, même les films de Frédéric Wiseman, qui sont dans une espèce d'attestation absolue de tout ce qui est en train de se produire, il y a toujours une réorganisation du réel dans un récit, même aussi minimal soit-il. Donc forcément, moi, j'interviens là-dessus. Mais ce qui se passe à la fin, c'est qu'en fait, ils se connectent à cette espèce de radio taïga, où en fait circulent suivant les fréquences, il y a des chasseurs, il y a parfois des marchands chinois dans la taïga, et en fait, on capte des présences ou des voix qui parfois sont à quelques kilomètres et parfois à des centaines de kilomètres, un peu comme dans Gravity, là, quand elle entend des sons sur Terre. Il y a un peu ce truc-là où c'est une espèce de spectre comme ça qui sont dans la forêt. Et donc, et dont on ne sait pas qui c'est vraiment. Voilà. Et donc, ça restera un mystère, mais c'est une espèce de présence menaçante pour eux qui surgit comme ça dans la radio. Par rapport on va montrer l'extrait, on va juste montrer le début du film. Par rapport à la question du montage et au travail sur le son, est-ce que, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, est-ce que tu te poses des questions, par exemple par rapport à dramatiser quelque chose, l'intervention de la musique, est-ce que ça peut pas être quelque chose qui amplifie trop, ou est-ce que ça peut pas être une facilité, par exemple est-ce que c'est des questions que tu te poses, ou pour toi c'est une évidence que cette scène doit être assortie de voilà. Non, si, je me pose beaucoup de questions. La facilité de la musique, quoi. Oui. Est-ce qu'il en faut des infrabasses, est-ce qu'il en faut plus, moins et en fait, il y avait un écueil que j'avais envie d'éviter en les racontant, c'était quelque chose de très éthéré, très contemplatif, qui me semblait avoir déjà été fait sur ce type de situation, ce type de personnage, quelque chose de très, très, très vu dans le documentaire. J'avais envie d'un récit avec une espèce de dramaturgie, très, qui nous donne presque des réflexes de fiction. Faire de mes personnages des héros, mais pas au sens, pas en faire des héros gigantesques, mais de se dire c'est des héros qu'on peut regarder dans les yeux, quoi. Et de se dire que la musique accompagne l'émotion, mais ne les écrase pas ou ne leur donne pas de surplomb. Ce qui fait que c'était un équilibre qui était parfois délicat à trouver, mais je voulais que cette musique, en fait, elle fasse grandir un peu l'indicateur de fiction là-dedans. De la même manière qu'il y a, par exemple, la scène de l'île aux enfants. Je sais pas, j'ai déjà lu ou entendu des spectateurs qui disaient en fait il a tout mis en scène parce qu'on voit bien qu'il y a des moments où il est sur la rive et il y a des moments où il est avec les enfants. Donc en fait il a demandé aux enfants de faire ça, ensuite il a refait le plan de loin parce qu'il y a des raccords dans le mouvement. Et en fait la vraie réponse à ça, c'est qu'on tournait simplement à 2 caméras. Et donc en fait on filmait, c'est-à-dire que quand Sylvain était sur l'île aux enfants, il les filmait en plan plus serré. Moi, je prenais une barque et j'allais sur l'autre bout et puis je faisais des plans larges, un endroit où Sylvain n'était pas dans le champ. Sauf que du coup, on filmait une même action avec Sylvain 2 caméras. Verdet, ton chef opérateur. Sylvain, mon chef opérateur.
du coup, on filmait une même action avec 2 caméras, ce qui produit des raccords dans le mouvement, qui est en fait un langage visuel de fiction. C'est-à-dire qu'en fiction, on tourne avec une seule caméra, mais on refait l'action de différents points de vue, et donc ça donne aussi un raccord de mouvement, mais pas tout à fait de la même manière. Où on peut tourner aussi, enfin, Keshish, il tourne tout le temps à 2 caméras. Mais du coup, c'est ça qui fait qu'on a l'impression que le film, parfois, est dans une fiction mise en scène, mais pour ces moments-là, c'est très simple, c'est 2 caméras. Oui. Et, mais moi, j'aime ce trouble, en fait, de se dire... en tant que spectateur, je sais pas. Mais par exemple, en tant que spectateur, moi, les films de Jean-Charles Hue, je sais pas, La BM du Seigneur, ça avait été aussi un choc parce que je suis enfin, mon métier, c'est de faire des films, donc je sais comment on les fait. Oui. Et devant La BM du Seigneur, il y a plein de séquences où je ne sais pas comment il a fait. Oui. Et c'est ça qui m'intéresse. Jean-Charles Hue, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est allé filmer des communautés gitanes et yéniches et fictionne ça, mais en prenant des personnages qu'il a connus et des personnages, des comédiens non professionnels. Mais il y a un fort effet de réel, presque de documentaire. On se pose toujours un peu cette question-là. Et à la fin, ce qui est mis en scène ou pas, en fait, même si on est dans une situation la plus documentaire possible, on fictionnalise forcément toujours. Le principe de cadrer, de monter, fictionnalise des choses. Et quand on est avec une caméra et qu'on demande à des acteurs ou qu'on demande à des gens de faire quelque chose qui s'appelle mettre en scène, on capte toujours une part de réel qui lui-même est totalement brute en fait aussi. Alors, je ne sais plus qui disait qu'une fiction, c'est toujours un documentaire sur les acteurs. Ouais. C'est-à-dire que cette ligne-là, documentaire-fiction, elle est souvent très valable pour financer les films ou pour mettre un sous-titre dans Télé 7 jours ou dans le programme télé pour dire c'est un documentaire de fiction, mais au fond... Non, mais dans tes travaux, tu joues avec ça et on est vraiment dans cette ambiguïté. Et c'est vrai que tu nous embarques quand même dans un voyage où on se dit tiens, on va découvrir quelque chose, donc on se met sur un mode documentaire, même si on sait que ça n'existe plus, toutes ces frontières-là. Mais il y a toujours, on se dit, mais est-ce qu'on est manipulé ? Est-ce qu'on nous raconte une histoire ? Est-ce que c'est vrai ? On est là à questionner et à douter de ce que nous apportent les images. Donc, soit c'est parfois un sentiment très agréable, même s'il y a une sorte d'inconfort là-dedans, soit on se dit, mais ils nous manipulent, mais ils nous racontent quoi ? Mais c'est qui ces gens-là ? Mais en fait, voilà. Je pense que les réactions violentes, elles viennent aussi de ça. Ouais, ouais. Mais parce que, moi, j'aime beaucoup cet inconfort de se dire, mais dans quel monde je suis et où on va, pareil dans la manière dont les informations arrivent. Mais pour finir un petit peu sur pour moi, la seule différence radicale entre le documentaire et la fiction, c'est que dans un cas, il y a des gens qui ont un contrat avec le réalisateur et le producteur et qui sont payés pour être là le matin. La différence, il a fait là. Et d'autres qui peuvent très bien ne pas être là le matin et ne plus être là du tout et qu'on peut rien faire. Et voilà. Mais c'est dans le rapport que j'ai à ce que je filme, c'est ça. Je sais que le comédien, il sera là le lendemain, il sera toujours d'accord que je le filme, a priori, puisqu'il a signé un contrat pour ça et qu'il va être payé pour ça. Mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est le trouble qu'il va y avoir entre les deux, quoi. Juste avant de projeter l'extrait, l'utilisation de l'ellipse, la façon dont tu haches ou tu scannes ton film par des ellipses, par des fondus ou des choses comme ça. En fait, c'est plus que des ellipses, c'est du noir qui apparaît dans l'image, avec souvent du texte. Il y a quelqu'un qui parle dans le noir. Oui. C'est un procédé de montage qu'on a mis en place assez vite. En fait, j'aime bien que... c'est quelque chose que j'ai fait aussi dans d'autres vidéos, mais de manière plus expérimentale pour des expositions. J'aime bien creuser l'écart entre une information qui nous est donnée et une image qu'on voit. Et du coup, ça demande un peu un travail au spectateur de reconnecter l'information qu'on vient nous donner avec l'image qui nous est donnée. Et il y a aussi une sensation de manque, que du coup, il nous manque quelque chose. Et parfois, c'est quelque chose qui manque même au personnage. C'est-à-dire que lui-même n'a pas la réponse. Parfois, le personnage l'a, mais moi, j'ai pas la réponse. Et parfois, moi, j'ai la réponse, mais je la donne pas. C'est mettre du jeu entre... Voilà, mais il manque souvent quelque chose. Mais du coup, il y a quelque chose qui résiste, quoi. Du coup, qui met l'intellect du spectateur au travail pour recomposer les pièces du puzzle ou arriver à bien comprendre l'équation qui est donnée. On montre juste le début du film et puis après. Ah mais vous savez qu'on avait l'intention de le faire.
А я потом мыслями, а почему же вы уехали? У нас же все там вместе, нормально. Оно цело все как, вроде как мы просто вышли и ушли. Bon, on n'en montre pas plus. Alors, on va prendre peut-être des dernières questions s'il y en a, et puis après, il y aura la dédicace qui se passera là-bas, et un petit pot, voilà. Bonjour. J'ai eu l'impression, en fait, en voyant surtout l'expo au bal, que c'était un grand film sur la manipulation. Il y avait quelque chose comme ça où je ne savais pas si Sacha vous manipulez et quel endroit vous manipuliez cette histoire-là pour la faire vôtre aussi, évidemment, et du coup l'histoire du conflit, mais aussi à quel endroit Sacha manipule quelque chose pour ses propres enfants. Et la question du voisinage, c'est assez trouble, en fait. Je trouve il n'y a rien de très gentil dans ce film, ou rien de... Il n'y a rien de très utopique, il m'a semblé. Je pense que c'est un des films les plus sombres, enfin dans ce que j'ai pu faire, c'est des pièces les plus sombres. Ensuite, quand vous dites c'est quelque chose sur la manipulation, pour moi, c'est l'autre film qui est dans le coffret, qui s'appelle Bieloutine, c'est vraiment quelque chose sur la manipulation. Mais pour moi, c'est moins le cas dans Braguino. Par contre, comme dans Bieloutine, il y a une dimension paranoïaque sur pour moi, dans Braguino. Dans Braguino, ouais. Mais qui est aussi dans Bieloutine sur pour moi, la paranoïa, c'est l'espèce de premier degré de fabrication de fiction dans l'esprit humain, de se raconter des choses
de se fabriquer un ennemi, de charger cet ennemi. Voilà. Mais sur la manipulation, moi je pense que c'est quelque chose qui traverse un peu tout mon travail sur le désir qu'on a de croire aux choses, comment l'image ou le récit parfois atteste de la réalité de ces choses-là, et parfois met en crise ce désir qu'on a de croire, et de jouer sur ce va-et-vient. À quel moment on est convaincu que tout ça est totalement réel, et l'instant d'après on se dit mais si depuis le début on nous menait en bateau, quoi, d'interroger ce pacte qu'il y a entre celui qui raconte des images et celui qui raconte des histoires et celui qui les écoute. Et voilà, du coup pour moi c'est m'interroger sur cette nécessité qu'on a à se raconter des histoires. Qu'est-ce qui manque tellement au réel pour qu'on ait besoin de se raconter des histoires? Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la manipulation et par rapport à la croyance, parce que dans Biellotine, où tu parles dans les bonus d'un tableau où tu te dis bon il me raconte des histoires, peut-être ce Titien n'est pas un Titien, et en même temps tu le vois et tu le trouves très très beau et tu te dis tiens je suis totalement ému parce que je suis face à une œuvre magnifique. Le soir tu croises quelqu'un qui dit non mais ces gens-là de toute façon c'est que des faux ce qu'ils ont. Regardez le trait de la main, c'est absolument pas un Titien, et puis tu reviens le lendemain, tu dis ah bah oui non je me suis fait avoir, c'est absolument pas un Titien, et puis le soir d'après tu croises quelqu'un qui dit non mais détrompe-toi, c'en est peut-être un, et puis tu recroises, tu revas vers cette peinture, et il y a cette émotion qui revient et tu te dis non mais en fait je suis vraiment face à... Et c'est intéressant ça. Ces deux personnes-là, c'était des gens, quelqu'un de chez Sotheby's et l'autre. Oui, qui faisait autorité. C'était deux personnes qui avaient une autorité totale, même par rapport à moi, même qui connaît un peu la peinture. C'est des gens qui savaient vraiment de quoi ils parlaient, qui se contredisaient totalement. Et oui, pardon, je t'ai coupé. Non, mais le crédit qu'on donne à l'émotion qu'on peut avoir, une émotion artistique qu'on peut avoir, selon qu'elle soit validée ou pas par une autorité supérieure, que ce soit un musée, un critique, ou voilà. Et dans Biellotine, il y a vraiment ça aussi, parce que quand on rentre dans cet appartement, on a envie de croire qu'on est dans une sorte de caverne d'Ali Baba, et en même temps, on se dit non, mais je me fais avoir, c'est des mythos, voilà, c'est de la mythomanie totale, et en même temps, il y a une beauté qui est évidente aussi. Et ça, je trouve ça, je t'ai coupé, mais c'était par rapport à la mise en crise de ces croyances, cette croyance qu'on a besoin d'avoir par rapport à une œuvre, par rapport à une histoire, par rapport à une fiction ou un documentaire, d'où aussi cet aller-retour fiction-documentaire. Mais je crois que tout notre rapport aux œuvres d'art est teinté de croyances, en fait. Que ça puisse être sur l'authenticité ou la réalité de cette œuvre, que ce soit sur ce qu'elle a à nous raconter ou pas, mais qu'il y a... C'est un saut dans l'œuvre, en fait, la croyance, et donc qui peut être périlleux aussi, qui peut être inconfortable, ou qui peut être au contraire une espèce de saut rassurant dans une fiction consolatrice. Mais donc c'est ce saut-là qui m'intéresse d'expérimenter. Allez, dernière question. Il n'y a pas de question. Clément Cogiteur à la boutique, c'est pas possible. Mais on enregistre pour ça. Oui. Entre fiction et documentaire, moi, ce que j'ai vu surtout dans ce film, c'est un conte pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a l'ours, ça fait peur, il y a des gens en face, et puis il y a toute cette façon d'être habillé, de jouer. Enfin, je veux dire, on peut aussi, il était une fois, raconter cette histoire aux enfants, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants dans l'histoire qui vivent des choses qui sont cachées, qui ne sont pas cachées. Et il y a aussi ce côté magnifique aussi, qui est évidemment de la fiction, mais voilà. Mais oui, c'était une dimension que j'avais vraiment en tête au tournage, ou même avant, de se dire le film pourrait commencer comme un dessin d'enfant, maison, homme, femme, enfant, forêt, ours... Et du coup prendre cette dimension de conte, mais au fur et à mesure, je pense que la dimension du conte, elle est évacuée pour aller vers la tragédie, je pense, pour un film. Oui, mais je pense que le mouvement du film est vraiment tragique, dans le sens où c'est des personnages qui sont beaucoup trop petits face à un danger qui est beaucoup trop grand et inexorable, et du coup c'est une espèce de... j'ai filmé un monde qui va disparaître, je pense, c'est-à-dire ce Braguino, ça va pas durer très longtemps. Et en fait, en rentrant dans l'hélicoptère du retour, on était très conscient de ça, en disant ce qu'on...
Mais tu le dis toi-même, dans un western, à la fin, les Indiens, c'est toujours les Indiens qui perdent, quoi. Il y a toujours voilà, c'est toujours... C'est une espèce de grand mouvement comme ça où tout ce qui résiste à la logique de consommer, produire, posséder est réduit en poussière sur le côté. Et donc Braguino n'y échappe pas, quoi. Mais ce qui est très fort dans tes œuvres en général, c'est qu'elles nous parlent quand même d'aujourd'hui, qu'elles nous parlent de notre temps, quoi. C'est-à-dire qu'on va au fin fond de la taïga, devant des gens qui pourraient n'intéresser personne, et en même temps, ça nous renvoie à la face des problématiques, voilà, qui sont d'actualité. C'est pas un gros mot, actualité, mais qui nous concernent aujourd'hui par rapport à nos façons de consommer, de vivre, le rapport à l'environnement, et pourtant, et là, tu nous en fais une grande métaphore mythologique. C'est-à-dire cette petite querelle de voisinage, ça devient une partie de la grande histoire. Ouais. Si même au fond de la taïga, on n'échappe pas justement à la règle du consumérisme, c'est hyper noir quant à l'avenir du monde, quoi. Non, j'étais intéressée par la question du montage. Est-ce que pour vous, c'est un film qui s'est aussi écrit au montage? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'heures de rush? Enfin, on imagine, mais il y a eu des enjeux importants pendant cette phase-là? Le montage était beaucoup moins compliqué que ce que je redoutais. En revanche, pour l'autre film qui est sur le DVD Bieloutine, là, ça a été un cauchemar. Mais parce que là, ça c'est vraiment tout écrit au montage. Là, on savait dans Braguino qu'on avait trois scènes emblématiques qui allaient vraiment structurer le film et qu'il allait falloir composer autour et trouver un mouvement. Mais on avait l'intuition de ce mouvement. Donc en fait, finalement, ça s'est assez vite mis en place. Ensuite, c'était des questions de musique, de rythme, de dramaturgie qui structuraient l'ensemble. Et par exemple, le film a été coproduit par Arte, par une chaîne finlandaise qui s'appelle Waeli. Et en fait, tout le monde voulait un film un peu plus long, même quand il s'agit de le sortir en salle. Il y aurait pu avoir. Enfin, je voulais de la même manière que je voulais pas, aller vers le film contemplatif je sentais que c'était pas la forme qu'il fallait. De la même manière, je sentais qu'il fallait que le film n'ait pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui se reproduit souvent dans mon travail, mais j'aime bien qu'on n'en ait pas assez à la fin, qu'il y ait cette sensation que les choses soient retenues et que du coup le film nous hante après, quitte à créer une certaine, parfois une grande frustration, mais de se dire on n'en a pas eu assez. Et du coup le film nous... moi je voudrais que mes films me réveillent les spectateurs la nuit, qui nous empêchent de dormir. Mais d'ailleurs, le film se finit sur des images d'enfants qui essaient de dormir. Un enfant réveillé la nuit, mais de dire ça. Moi, les œuvres d'art qui m'ont marqué, elles m'ont réveillé la nuit, et j'aimerais avoir ça. Alors, et c'est parfois ne pas trop en donner, quoi. Et c'est aussi de se dire, de créer de dire, on met un plan, et dès que le plan c'est livré, hop, on prend le suivant, mais de se dire, comme si c'était des éclats des éclats de matière qui petit à petit par fragments font une forme, mais de les retenir un peu comme ça. La question, des questions courtes, mais du lieu de projection, parce que tu es attaché à la salle de cinéma, mais aussi tu fais des installations dans les musées, dans des lieux, voilà. Quelle destination ont tes films, ou comment tu l'envisages, ou par exemple Braguino, pour toi c'était clair qu'il devait exister en salle, qu'il devait être projeté sur grand écran? Ça me fait penser que j'ai pas répondu à la question de Mademoiselle sur l'expo. En fait, on était parti et puis on s'est pas retrouvé. Mais en fait, moi je fais des films et des expositions, mais là c'est la première fois, et je sais pas si ça se reproduira, qu'à partir d'un même projet, je fais un film et une exposition. C'est-à-dire qu'en fait, en partant, quand j'ai le projet, disons la situation a gambergé un peu dans ma tête, je me suis dit, en fait, c'est quasiment impossible de ramener un film dans ces conditions, de parler d'un conflit sans jamais voir l'antagonisme en un temps aussi court. Il y a très très peu de chances qu'on ramène un film tel que moi je sais les faire, ou que j'ai envie de les faire, c'est-à-dire sans voix off, qui pose des enjeux, qui nous amène des informations. Mais je dis ça, par exemple, moi j'adore les films de Werner Herzog, j'adore les films d'Alain Cavalier, qui font des films à la première personne où ils prennent vraiment beaucoup la parole. Et je trouve ça génial, mais jamais je saurais faire ça.
Donc pour moi, les informations, elles doivent passer par des personnages, et pour que ces informations arrivent par ces personnages, passer un certain moment, il faut qu'ils les vivent. Il faut qu'il y ait des événements qui les fassent traverser ces situations pour qu'ils soient modifiés par ces situations. Et ça, l'espérer en 12, 13 jours, ou 14, c'était assez inespéré. En revanche, dans un espace d'exposition, la manière qu'on a d'amener les informations est pas la même, est plus large. On peut passer par du texte, on peut passer par d'autres éléments, et puis le pacte, de fiction est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que l'exposition est d'abord une expérience qui est dans laquelle moi particulièrement, parce que ça m'intéresse, j'injecte de la narration, quoi. Mais alors que le film c'est en général d'abord un récit qui se déploie à travers des personnages qu'on suit, qui vont traverser un certain nombre de scènes. Donc je m'étais dit d'abord que ça prendrait la forme d'une exposition. Et en fait, la raison pour laquelle c'est devenu un film au départ, c'est une raison bêtement financière, c'est-à-dire que c'était trop cher. Et on s'est dit quelque part, avec un peu de chance... non, c'était pas bêtement financier, parce que j'avais envie aussi d'en ramener un film, mais c'était tellement inespéré. Mais on s'est dit, allez, jouons-le avec le producteur. On s'est dit, on va y arriver, on sait pas quelle durée. Et Arte nous a suivis dans ce risque-là, en se disant, Inch'Allah, il y a un film derrière. Moi, je voyais clairement comment je pouvais organiser une exposition, mais le film, c'était vraiment... En fait, j'espérais juste Arte avait mis de l'argent, j'espérais juste leur ramener quelque chose de décent, quoi. Il fallait que ça fasse plus de 25 minutes, et je voulais juste pas rendre un film de... Mais ça aurait pu très bien arriver, et en fait, on leur avait dit assez clairement, quoi, en fait, à 20 000 € le prix du billet d'hélicoptère, on ne pouvait pas y aller tous les 6 mois, et donc il n'y aura qu'un seul voyage. Mais donc en fait, c'est sur la table de montage, disons même après le tournage, je me suis dit non, il y a quand même eu certaines scènes où là j'ai vu les personnages émerger, j'ai vu ce qui se passait dans leurs yeux, je les ai accompagnés, je sais que ça c'est des scènes, c'est aussi des scènes de film, quoi, et qu'avec ce que j'ai de quoi raconter sur eux, il y a peut-être moyen d'avoir un film, mais je ne savais pas exactement sous quelle forme et de quelle durée ni rien. Et en fait, assez vite sur la table de montage, ça s'est confirmé qu'il y avait un film. Moi, j'avais aucune idée de l'intérêt qu'il pouvait avoir ou quoi, mais en tout cas que j'aurais pas forcément à rougir en le rendant Arte, quoi. En disant, voilà, et c'est petit à petit que j'ai vu dans le film que j'aurais, quelque part, j'arriverais pas à... Ce serait... moi, je suis rarement satisfait de mon travail, mais je me dis pas que ça allait être un grand film ou que c'est un grand film, mais que ça allait raconter ce que j'ambitionnais de raconter, simplement. Ouais. Et je pense que ça n'atteint pas juste la barre que je me suis donnée, je la touche tout juste, quoi. Voilà, dans ces 49 minutes, j'arrive juste à toucher ce que j'ambitionnais de raconter, ce qui était déjà, vu les conditions, c'était déjà pour moi très... j'étais très, très heureux juste de pouvoir toucher ça, parce qu'il y avait quand même peu de chances que ça se produise. Il y a parce qu'il y a eu un vrai parcours en salle de cinéma, le film est resté un moment à l'affiche, il est resté longtemps. Il y a eu un super bouche à oreille aussi, et pas seulement parce que c'était surprenant, c'était que ça a rencontré un public et puis des préoccupations. C'est vraiment un petit film qui a eu beaucoup d'amour, et que vraiment, quand Saïda est venue, non, elle n'était pas en salle de montage, la distributrice. Non, c'était Cédric qui m'avait appelé. Et il me dit, Saïda, Bluebird voudrait le sortir en salle. En fait, le film devait passer que sur Arte pour la Lucarne, au moment où il y avait l'exposition au bal. Je me suis dit, elle va perdre de l'argent. Je me suis dit ça en même temps, je me suis dit génial, le film va vivre en salle, et en même temps je me suis dit elle va perdre de l'argent. Parce que en fait le film, il n'y a pas eu une affiche dans Paris, et en fait il a, par le bouche à oreille, simplement parce que les gens se sont parlé du film, le film c'est remboursé en salle, même plus que ça, quoi. Mais toi par rapport au support, à la destination, donc des films, que ce soit une salle de cinéma, une installation, l'écran télé, le DVD, je sais pas, le streaming, c'est quoi tu hiérarchises clairement? Non, je hiérarchise pas, mais juste je sépare l'espace d'exposition de la salle de cinéma ou du film qu'on regarde devant un seul écran. En fait, simplement, il y a un cas où le rapport d'échelle aux images n'est pas le même. C'est-à-dire que le spectateur peut s'approcher différemment des images, elles peuvent avoir des dimensions très différentes. Il peut construire son parcours entre plusieurs images, il peut les regarder dans un sens ou dans un autre, il peut regarder à un moment donné, s'il y a plusieurs écrans, il peut regarder 30 secondes, puis 15 minutes, ou 30 secondes et 10 secondes.
Et donc le spectateur est beaucoup plus partie prenante de l'expérience, en fait, de la manière dont il voit les choses. Elle peut être radicalement différente en fonction du temps qu'il y passe, du trajet qu'il fait, de ce qu'il attrape à chaque fois. Alors que dans la salle de cinéma, il y a quelque chose de plus autoritaire dans le déroulé, c'est-à-dire c'est moi qui décide quand ça commence, quand ça se termine. Une fois que le spectateur il est face à l'image dans sa rangée, voilà. S'il veut sortir, il arrange tout le monde et c'est plus compliqué, quoi. Donc je tiens compte de ça. Donc c'est pour ça qu'au bal, les séquences sont pas... Enfin, j'ai pensé l'exposition, il y a des séquences qui sont très proches, il y a 3 séquences qui sont très proches, mais sinon j'ai remonté les choses. Enfin, le parcours est pas tout à fait le même. La séquence de fin qui clôt le parcours d'expo est pas la même que celle qu'il y a dans le film. Dans le film, il y a d'autres choses, il y a des choses qui sont pas dans l'un et qui sont dans l'autre. Voilà, j'ai expérimenté quelque chose. Il y a des endroits où je suis content, où je me dis tiens, ça dialogue, des moments où je suis pas content, j'ai des regrets. Voilà, mais à la base, c'était en fait une manière de rendre ça possible, de faire un film et une exposition. Et petit à petit, ça a donné 2 objets qui ont leur existence, leur vie propre, et qui existent indépendamment l'un de l'autre, et qui ont leurs défauts et leurs qualités, je pense, l'un et l'autre, quoi. Et le livre, quand même ? Alors, ouais, le livre, c'est plus un objet fait à partir d'eux. Voilà. Moi, je sais que les livres, je sais pas faire. Enfin, c'est grâce au graphiste, à l'éditeur. Moi, je donne mon avis, mais c'est un peu... C'est plus que l'affiche, parce que l'affiche, je fais que donner mon avis, alors que dans le livre, je suis beaucoup plus... Bon, je travaille un peu le montage des images, mais c'est moins mon travail à moi. C'est un objet qui est fait à partir de ce projet. Et voilà, qui est plus... autant signé par les graphistes et l'éditeur que par moi, quoi. On va... Ah oui, c'est ça. C'est vraiment pour accompagner. Moi, je suis très heureux de ce qu'ils ont fait avec le livre. C'est un bel accompagnement par la publication, quoi. On va essayer on va s'arrêter là. Je t'ai fait choisir quelques DVD à travers la boutique. Alors c'est Nice que j'aurais presque aimé faire, parce que ça rassemble pas mal de films que j'aime beaucoup, mais il y a Herzog évidemment, Tarkovsky, il y a Happy Chat Pong, Where is It Cool. Tout est sur la table. Mercurial de Virgile Vernier, le film de Vincent Macken pour le réconfort, le film d'Albert Serra. J'ai mis autant les copains que les grands maîtres. Voilà, c'est ça. Alors les grands maîtres, le parc de Damien Manivelle que j'ai. Aussi, copain. Ouais, mais très beau film. Grand film. Mais c'est que des grands films. Mais il y en a qui sont faits par des grands maîtres et puis d'autres par des copains qui seront des grands maîtres ou qui sont déjà des grands maîtres. Alors, il y a le film Sombre de Grand-Rieux dont on parlait, La ligne rouge de Malik, Colas de Despalières, film de Vincent Dieutre aussi. Voilà, bon, il y a... Alors, Paul Thomas Anderson, t'as mis Inherent Vice, Phantom Thread, tu as aimé, pas aimé? Si c'est Phantom Thread, ça m'a plu. Globalement, je crois que j'aime tout ce que fait Paul Thomas Anderson, mais Inherent Vice, ça a vraiment été un choc. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Plus. Juste, dernière question, tes projets, si tu as envie d'en parler ou pas, ce qui vient, quoi. Ouais, j'ai surtout des expositions là qui arrivent. Et mon dernier projet, il est en ce moment au Centre Pompidou dans l'exposition du prix du chant. Qui s'appelle Ça s'appelle The Evil Eye. C'est une installation vidéo qui dure une quinzaine de minutes. Ouais. Là, je prépare une mise en scène d'opéra à l'Opéra de Paris pour septembre prochain à l'Opéra Bastille. Parce qu'en première partie de Braguino, on voyait aussi les Indes galantes en salle. On voyait une vidéo que j'avais faite pour la collection 3e scène de l'Opéra de Paris autour des Indes galantes. Et là, tu fais un opéra. Et là, c'est l'œuvre, les 3h40. C'est différent d'un film et d'une installation. Ouais, ça c'est tout neuf pour moi, la scène. Et voilà. Et puis j'ai un autre projet de long métrage, mais qui prend du temps. Donc je préfère ne pas en parler. Non, ouais, je sais pas quand je tournerai, mais voilà, la fiction me manque, donc. Mais tu fais beaucoup de choses. Ouais, je fais beaucoup de choses aussi. Ouais. Alors donc on va se donner rendez-vous vers la grande table. Donc il y a le DVD de Braguino, il y a tes films précédents, Hypothesis et Stories, et il y a un livre atelier, Ni le ciel ni la terre. Voilà, un petit pot. Et merci à tous et merci à Clément. Merci à vous.